Au quartier général de la police des transports, Mallory et Thomas continuent leur surveillance. Les deux policiers observent avec attention un groupe de pickpockets qu'ils connaissent bien. Eh, c'est ceux d'hier? Ouais, c'est ceux d'hier. C'est le groupe d'hier? Avec le tout petit? Et ça bouge, hein. Ils viennent du faire signe, ça bouge là-bas. Ils viennent faire signe 3, ça bouge. Ouais, ils sont là, ils sont là. Ça travaille, c'est en train de travailler là. Ça bosse un vieux cheveux gris, manteau noir dans le méca. Hop, ça abandonne. 7 jeunes hommes bien connus des services de police. Ils appartiennent à la communauté rom. Plusieurs d'entre eux sont mineurs, mais ils sont très rusés. La veille, Mallory et ses équipes ont tenté de les arrêter en flagrant délit, mais les jeunes ont réussi à s'échapper. Hier, ils ont bloqué l'escalier en fait, mécanique. Et pendant que l'escalier mécanique était bloqué, ils aident à porter les valises. Il y en a un qui fait semblant d'aider la personne à porter les valises. Et l'autre, en attendant, mais il a fait les poches. Ouais, c'est stické. Il y en a un qui a détourné l'attention en disant bah, madame, je vous aide. Et après, l'autre, il lui a fait les poches. Cette fois, les policiers espèrent bien les coincer. Mallory veut les prendre la main dans le sac. Mais elle va avoir une surprise. Les jeunes sont très malins. Ils savent que les policiers les observent avec leurs caméras. Et ils ont trouvé une parade. Et hop, ils bougent la caméra. Le mec, il croit qu'on le voit pas, tu sais. C'est tout le temps le même qui le fait chaud. Dans le métro, la plupart des caméras sont mobiles. L'un des jeunes est chargé de les faire pivoter vers le plafond pour les rendre inopérantes. Quand elles sont fixes, il a également une technique. Obstruer l'objectif avec un bout de papier. Souvent, c'est soit avec la salive, ou soit des fois, ils prennent un chewing-gum pour coller le papier. Grâce à cette astuce, les 7 jeunes se sont volatilisés. Mais heureusement, le métro est équipé de plusieurs milliers de caméras. Alors, même en étant très organisé, impossible de toutes les neutraliser. Et Mallory ne va pas tarder à retrouver leurs traces. S'ils reviennent sur le quai, c'est là. Et si ça part là, 219, c'est là. Retrouvé. Ils sont assis là, en fait. Ça donne sur Vous voyez les pieds juste là. Pas de doigts. C'est tous ceux qui sont assis là. Et regarde tous les gens qui sortent du métro. Et s'il y en a un qui se lève et il suit derrière. Avant qu'ils ne disparaissent à nouveau, Thomas prévient ses collègues sur le terrain. Ils sont 6 ou 7. Ouais, les Romains. Non, les Romains. Avec ses hommes, le capitaine Nathalie est à moins d'1 kilomètre du musée d'Orsay. C'est à cette station que se trouvent les 7 jeunes. Elle aussi les connaît bien. En fait, ils n'ont rien à faire de leur journée, donc c'est leur seule occupation. C'est traîner dans le métro et puis à l'occasion, essayer de voler quelque chose. Et ils font ça toute la journée. Nathalie décide de se positionner à l'entrée du métro. Dans la station, les jeunes Roms ne sont pas passés inaperçus. En bas. Ils savent qu'il y a beaucoup de passages de touristes. Donc là, je pense qu'ils ont décidé d'essayer de voler des touristes qui ont souvent beaucoup d'argent sur eux. Ouais. Les 7 jeunes ont chacun des tactiques bien rodées pour exécuter leurs méfaits en toute discrétion. L'un d'entre eux porte une écharpe très longue qui lui permet de dissimuler ses mains et ses gestes lorsqu'il fouille le sac d'un usager. Ils arrivent là, ils sont là. C'est quoi ça? Regarde, il y va. Il est derrière la gonzesse, regarde. Ah oui, mais ça, c'est quoi? C'est un des mecs du tas. Hop, il fait demi-tour. Là, il revient et il repart. Mallory observe attentivement ses moindres mouvements. Et son instinct de policière va payer. Non, ça continue. Ça grille. Vu comment il a ouvert le Il sac. est là. Ah oui, je pense que c'est pris. Hein. On va regarder si le mec, il a le... Attends, vas-y, je suis la victime là-haut. Ah, faut aller péter le contrôle là. Là, ouais, au moins aller voir la victime parce que le sac, il est tout complètement ouvert. Sur le terrain, Nathalie et ses hommes se lancent aussitôt à la poursuite du jeune pickpocket à l'écharpe. Ils sont où? Ouais, on y va, mais ils sont où? Dans les couloirs du métro, c'est la course. Les policiers attrapent tout d'abord 3 suspects, dont un avec une écharpe. Ouais, c'est bon. Mets tes mains. Et ces 2 jeunes filles qui semblent être leurs complices. Mais dans la précipitation, ils ont commis une erreur. Ils se sont trompés de cible. Le jeune homme à l'écharpe qu'ils ont interpellé n'est pas le pickpocket que Mallory piste depuis plus d'une demi-heure. Derrière ces écrans,
la policière est dans tous ses états. Ils sont là, il y a les deux là. Dino, il n'a pas pris les bons, hein, celui avec les casquettes. Oui, il a pris. Regarde, il est encore là. Il est encore là, c'est pas pris. Pas le bon. Ouais, elle est 3. Hein. Une mauvaise appréciation qui risque de réduire les efforts des policiers à néant. Nathalie et ses hommes se lancent aussitôt à la poursuite du bon jeune homme à l'écharpe. Alors que la policière est sur le point de l'attraper, il prend la fuite. Putain, ça cavale, il est là. Dans la station de métro, c'est un peu la pagaille. Ça repasse vers la salle d'échange. Et dans ce labyrinthe, pas facile de s'y retrouver. Vous avez vu? Ils sont où? Ils se dirigent vers la sortie 5, 6, 7. Ils sont partis par où? « 10 minutes de course folle, en vain. Nathalie et ses hommes jettent l'éponge. Ils se sont fait berner. Le jeune pickpocket à l'écharpe a réussi à s'enfuir et ses 6 complices n'ont pas d'objets volés sur eux. Et dans sa sacoche, là, c'est vide de chez vide. Ça éclate en fait en plusieurs bouts. Et ensuite, il faut faire un choix. Donc on fait après sur l'instant, sur le moment en fait. Hein. Ça décide sur l'instant T. Hein. Sorti là-bas. Les jeunes repartent libres, mais la poursuite aura au moins permis d'éviter le vol, même si les policiers sont un peu déçus. C'est comme ça fait partie du travail. Hein. Après, la victime, a priori, s'est rien fait voler. Donc, on est intervenu, on va dire, avant, à temps. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage de les laisser repartir parce que je pense qu'on les retrouvera plus tard. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Ce matin, avec ses hommes, le brigadier-chef Philippe patrouille dans les quartiers nord de la capitale. Le policier vient tout juste de commencer son service et il y a déjà un problème. Sur les quais, devant lui, un attroupement anormal au bord de la voie. Attends, il y a un truc là, je sais pas quoi. Attends. Eh, vous approchez pas là, reculez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, mon portable est tombé. Ok, on va faire le nécessaire. Hein? Le smartphone est coincé entre les rails et sa propriétaire est un peu paniquée. Dans son téléphone, ses contacts et toutes ses photos. Elle veut à tout prix les récupérer. Alors avant que quelqu'un ne descende sur les voies pour lui venir en aide, au risque d'être percuté par une rame de métro, le policier décide de prendre les choses en main. Mais si ça arrive à nouveau, allez surtout pas descendre pour récupérer le téléphone. Si on peut trouver des solutions aux problèmes des usagers, on le fait. Bon, ça arrive régulièrement. Donc, par contre, évidemment, on ne va pas descendre sur les voies et aller chercher le téléphone. Les rails sont électrifiés, alors Philippe a demandé l'aide d'un agent de la RATP, l'entreprise publique qui gère le métro parisien. Ouais, là, faut y aller à tâtons, là, faut le faire pivoter. C'est comme Docteur Maboul. Avec une perche télescopique, l'affaire est vite réglée. Voilà. Super, merci. Il n'est pas cassé. Merci d'avoir attendu avec moi. Merci De rien. De rien. Bonne journée, au revoir. Même si ce genre d'incident est de plus en plus fréquent, pour le brigadier-chef, c'est une broutille. Philippe travaille dans ses sous-sols loin de la lumière du jour depuis près de 20 ans. Et les affaires qu'il traite sont généralement plus musclées. C'est d'ailleurs pour l'adrénaline qu'il a choisi d'exercer dans le métro. C'est clair qu'on est à la lumière artificielle, on n'est pas au soleil, mais bon, ça va, on fait avec. Hein. Je pense qu'il y a pire dans la vie, hein, donc ça va, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le policier ne va pas avoir le temps de dire ouf. C'est au bout là-bas. Quelques minutes plus tard, une autre scène attire son attention. Un groupe d'individus au comportement suspect. Reste là. Philippe décide de les contrôler. Et le policier va faire une découverte surprenante. Quoi ça? T'as acheté ça où? Voilà, le ticket de caisse, il est où? Toi, t'as tapé des trucs partout. Allez, arrête ton cinéma. Bon, ça vient d'où ça? Ça commence à me saouler. J'achète moi pour revendre. Alors, sors-moi un ticket de caisse. Non, c'est les machines au manger. Les choses au manger. Ah, arrête ton cinéma là. Des vêtements et des colliers de marque.
Un sac à 95 € avec l'étiquette encore attachée. Tiens. Oh, mais il s'emmerde pas. Et plus inattendu, hein? Quand même. un grand cru à 120 € la bouteille. Au total, plus de 600 € de marchandises. Aucun doute pour le policier, il s'agit d'une affaire de vol. Donc ça, c'est du vol étal. Et puis comme ça, il revend les trucs un peu moins cher et puis il s'achète sa dose. Philippe n'est pas encore au bout de ses surprises. Dans les poches de l'un des hommes, un chéquier qui ne semble pas lui appartenir. Vous me dites que c'est votre femme et après vous me dites que c'est une dame. C'est une meuf que j'ai connue en soirée. Vous l'avez connue en soirée, vous a laissé son chéquier. Moi, je connais cette meuf-là à assembler les choses. Il n'y a même pas un chèque de Son chéquier à cette fin. Non, il était sur le banc. Calmez-vous là. La meuf, elle était complètement dans le coma. Ouais. Voilà. Ah. Elle a volé. Bah, elle vous l'a pas donné puisqu'elle était dans le coma. Non, elle était sur le banc. Oui. Elle était en train de dormir. Oui. Après, tu vas prendre ton chéquier par exemple. Non, moi, c'est moi qui ai pris ses affaires. Voilà. Et vous êtes parti avec ses affaires. Non, avec ça. Oui, juste avec ça. Oui. L'homme est certainement un détrousseur de l'aube. Au téléphone avec ses services, Philippe vérifie si le chéquier a été déclaré volé. Ok, ça marche. Ok, ça roule. Bon, bah écoute, on procède à l'interpellation de l'individu. Je passe ça sur les ondes. Ok? Ça roule. Ciao. Son intuition était bonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, c'est étonnant, monsieur, parce que le chéquier il ressort signalé volé. Mais j'ai pas volé, j'ai rien volé. Ben, faudra vous expliquer. Mais j'ai rien volé. Direction le poste de police. Pour ces délits, les suspects encourent 3 ans de prison. Une affaire classique pour Philippe. Ces hommes, le policier les croise souvent. Ce sont des toxicomanes. Ils volent pour se payer leur drogue et passent la majeure partie de leur temps dans le métro. Tiens, regarde. On va voir l'autre dégueulasse, là. Une présence qui exaspère les usagers. C'est quoi, ça, là? Prends tes affaires et tu t'en vas. C'est un problème qui est difficile à traiter, surtout que quand ils sont interpellés en possession de produits stupéfiants et qu'ils passent en jugement, ils sont condamnés à des obligations de traitement. Et puis bah, c'est un peu comme les alcooliques, hein, et les mecs qui replongent et puis ils reviennent, et ainsi de suite. Gare Saint-Lazare, sur les quais, ce jeune homme bien baraqué qui sifflote s'appelle Eli. Il fait partie de la Blast, la brigade anticriminalité du métro. Depuis quelques mois, cette unité a pour mission principale d'arrêter les dealers qui traînent dans les couloirs. Pour pouvoir continuer à travailler incognito, Eli préfère témoigner à visage masqué. Chaque jour, il arpente les galeries du métro en civil pour surprendre les trafiquants en flagrant délit et pour les repérer, il a l'œil. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 là, 14 sur le côté là. Les petits emballages que tu vas trouver là, ben en fait c'est le conditionnement caractéristique du crack. Les mecs ils mettent le caillou à l'intérieur, ils replient sur lui-même comme une petite bonbonne. Et donc dès que tu envoies du plastique comme ça, un petit peu éclaté, comme ça peut être le cas partout, bah, c'est signe que tu as un toxico qui est venu consommer ce qu'il vient d'acheter, quoi. Bah, ça nous permet de savoir que le lieu dans lequel on est, c'est un lieu qui est fréquenté par des toxicomanes pour consommer la matière stupéfiante et que c'est potentiellement un lieu de deal. Parce que les gens ils sont dans une addiction qui est telle que très souvent ils vont pas aller très loin pour consommer ce qu'ils viennent d'acheter. Eli est parisien d'origine. En quelques années, il a vu le trafic se propager. Certaines stations sont aujourd'hui de véritables supermarchés du crack. Donc sur la ligne 4, les deux principaux points rouges historiques, c'était Marcade des Poissonniers et Château-Rouge en matière de trafic de crack. Là maintenant, ils se sont étalés et nous, on a bossé jusqu'à arriver au-delà des Halles. 2 lignes sont particulièrement impactées, la 12 en vert et la 4 en rose. Elles traversent toutes les deux Paris, du nord au sud, et aujourd'hui, même les quartiers chics de la capitale sont touchés par le phénomène. Mais cet après-midi, avec ses collègues,
Élie a repéré un vendeur du côté de Strasbourg-Saint-Denis, dans le centre de Paris. La filature dure depuis 1 heure déjà. En doudoune noire, Élie ne lâche pas son suspect du regard. Il attend le flagrant délit. Et la transaction ne va pas tarder. Ok, c'est en train de se faire. C'est bon. Tu vas voir, il est en station, il va sortir, il est là. La course-poursuite s'engage au milieu des usagers. Et les policiers sont obligés de se séparer. Élie court après le dealer, tandis que ses collègues s'occupent des acheteurs. Ce sont ces 2 hommes au sol. Dans leur poche, l'objet du délit. 1 demi-gramme de crack. On les a vus, ils sont mis juste là en fait. À la sortie du métro, Élie a lui aussi réussi à attraper le dealer. Il tentait de s'enfuir. C'est bon, c'est positif. Mais le policier va avoir une petite déception. Dans ses poches, pas de marchandises. L'homme a peut-être réussi à s'en débarrasser. Alors avant de l'emmener au poste, Élie décide de l'interroger. Sa crainte, qu'il ait avalé le crack pour le faire disparaître. Une technique dangereuse, couramment utilisée par les dealers pour éviter de se faire prendre. Ils transportent la drogue enveloppée dans un film plastique, dans leur bouche, et en cas de problème, ils l'ingèrent. Moi, ce que je pense, c'est que tu as avalé le crack. Et c'est juste que je veux être sûr que tu ne fasses pas un petit malaise. Non, avec comment? Comment? C'est pour toi, moi je m'en fiche. Hein. Non, mais je sais pas. Si tu as envie de faire un malaise de garde à vue, c'est toi sur tes déclarations. Hein. Alors, Oui. Alors, tu as avalé un peu de crack ou pas? Non, je n'ai rien là. Ah, d'accord. Mais tu en vends? Non, non. Ah, très bien. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Quoi? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je vends des sacs. Tu vends des sacs et des tours Eiffel. Des sacs et des tours Eiffel. Pour le moment, l'homme nie tout en bloc. Au commissariat, les policiers vont tout de même retrouver sur lui plus de 200 € en petite monnaie et en tickets restaurant. Un butin caractéristique du commerce du crack. La plupart des gens qui sont consommateurs de crack dans les transports en commun sont SDF. Leur première source de revenus, ça va être de faire la manche. Donc forcément, lorsqu'ils font la manche, ils vont récupérer des pièces de monnaie, de la petite monnaie, et ils vont l'accumuler jusqu'à obtenir l'argent nécessaire pour acheter ce dont ils ont besoin, en l'espèce un caillou de crack. En général, le caillou, c'est vendu autour de 15 €. C'est rarement plus que ça. C'est aussi la raison pour laquelle vous allez aussi retrouver parfois des tickets resto, parce que vous avez certaines personnes qui vont donner un ticket resto pour leur permettre de s'acheter un repas. Et ces tickets restaurants-là, ils vont s'en servir aussi pour s'acheter le caillou. Pour trafic de produits stupéfiants, l'individu risque jusqu'à 10 ans de prison. Le consommateur, lui, sera relâché le lendemain avec une obligation, suivre un traitement, une mesure prévue par la loi française pour éviter l'emprisonnement. En moyenne, les policiers de la BAC du métro arrêtent une quinzaine de dealers par mois. On n'est pas encore rentré. Mais la lutte contre ces trafiquants est une guerre de longue haleine. Élie et ses collègues ont d'ailleurs déjà repéré un autre gros dealer qui sévit quelques stations plus loin. Écoute-moi bien. Il y a un mec qui sort de la station, il a les cheveux longs, d'accord, il a des sacs à dos, on dirait un rocker, il a une trentaine d'années. Trottoir de gauche, direction est. Les policiers ont trouvé une cache insolite pour observer le dealer en toute discrétion. C'est une nouvelle affaire qui démarre. Des heures de planque pour le prendre la main dans le sac. Au quartier général de la police des réseaux ferrés, à la gare de Lyon, les hommes de l'unité d'appui des réseaux se préparent à partir en mission. Cette brigade est spécialisée dans la lutte contre les délits crapuleux. Et c'est principalement au nord de Paris qu'elle intervient. À Saint-Denis notamment, une zone particulièrement touchée par les vols. Réellement, la partie la plus impactée débute de la gare de Saint-Denis jusqu'à Hôpital de la Fontaine, Grand Max. C'est à peu près ça. Le secteur le plus impacté, c'est gare de Saint-Denis, marché de Saint-Denis. Là, vraiment, on y est. Du vol à rage, du vol violence, du vol en réunion ou du vol tiré. C'est OK pour tout le monde? OK. Eh ben, en piste, c'est parti.
Pour se dissimuler parmi les usagers et attraper les délinquants qui opèrent souvent en bande organisée, les policiers de l'UAR travaillent en civil. En parc à Noir, Yann est le chef de groupe. Ce matin, avec ses hommes, il a prévu de patrouiller sur une ligne de tramway qui traverse la ville de Saint-Denis, d'est en ouest. De l'autre côté du périphérique parisien, la cité du 9-3 est mondialement connue pour son stade et, plus tristement, pour son taux de pauvreté et de criminalité parmi les plus élevés de France. Et les transports en commun ne sont pas épargnés. Et justement, le policier vient de repérer une vieille connaissance qu'il a déjà arrêtée. Adossé à la rambarde de cette station, il semble être à l'affût. Un collègue de Yann décide de le contrôler discrètement. Je t'ai vu, j'étais descendu. Dégage alors. Moi, tu restes ici. Tu vas retourner en prison, je te le dis. Parce que moi, oui, mais moi je te remets un an, je m'en fous, moi, je te le dis. Donc ne reste pas. Je veux pas te voir. L'homme n'a rien dans ses poches, mais Yann et ses hommes sentent qu'ils patrouillent au bon endroit. Et ils ne vont pas tarder à repérer un autre individu suspect. Cet homme au blouson noir avec un logo rouge dans le dos. Discrètement, les policiers décident de le filer. Et leur flair va payer. Sous leurs yeux, l'individu profite de l'heure de pointe et de la promiscuité pour faire le sac d'une voyageuse. Ouais, je t'ai dit. Ah, comment tu peux toucher? Mais aujourd'hui, l'homme a commis une maladresse. Sa victime s'est aperçue de son petit manège et elle n'est pas du genre à se laisser faire. Vous avez touché, vous avez freiné. Je vis, c'est pas possible. C'est pas honte. Laisse tomber quoi? Pris la main dans le sac, l'individu préfère s'enfuir. Yann et ses hommes se mettent à ses trousses, car il n'en est peut-être pas à son premier vol de la journée. Non, suivez-le. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, madame? Ben, il a ouvert mon sac. Il a ouvert votre sac? Il a ouvert mon sac, mais bon, oui, il a pris rien. Heureusement pour elle, la mère de famille connaît la tactique des voleurs par cœur. Et elle prend ses précautions. Quand elle utilise les transports en commun à Saint-Denis, c'est avec un sac particulièrement difficile à ouvrir. C'est pour ça qu'on a acheté ce sac. Parce qu'il est temps d'ouvrir là, ou bien ils ouvrent comme ça, pour mettre jusqu'au fond. Parce que moi, je sais le système pour les tramways. Yann et ses hommes ont pris le voleur en filature et ils ne le lâchent pas d'une semelle. Mais pour le moment, impossible de l'interpeller. Les policiers préfèrent agir dans un endroit plus discret pour éviter un attroupement. Il faut savoir se fixer des limites sécuritaires, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Si on ne peut pas interpeller en sécurité, on aura toujours le moyen d'interpeller l'individu plus tard. Et ils vont avoir de la chance. Le voleur présumé vient de s'engouffrer dans un hall d'immeuble avec un autre homme. Une occasion en or pour l'arrêter. Yann donne le signal à ses hommes. C'est pas acceptable ça, monsieur. Hein? C'est pas acceptable. Tu jettes ta cigarette et tu te mets là. Je t'expliquais, tu baisses le ton. C'est moi. Il n'y a pas de problème. Pris au piège, le voleur présumé à gauche n'oppose pas de résistance. Pour le moment, les policiers n'ont contre lui qu'un témoignage pour tentative de vol. Mais surprise dans ses poches, ils font une découverte étonnante. Un smartphone à plus de 400 €. Probablement volé. Problème, l'appareil est à court de batterie. Impossible de l'allumer pour vérifier. Alors l'un des policiers tente de faire parler le suspect. Tu l'as pris où là? Tu viens de le prendre? Non, je l'ai pas pris, non, c'est à moi, je suis pas un voleur. Il vient de vous le téléphone. Je l'ai acheté au plus. Non. Bon, si, j'ai acheté au plus. Combien tu l'as acheté? J'ai acheté 80 €. 80 € un téléphone. 80 €? Ah ben, je fais des affaires, toi. Tu l'as pas payé cher, hein? Ouais. Tu l'as pas payé cher. Écoute-moi, écoute bien ce que je vais te dire. Tu sais qu'ici, les vols, c'est un fléau. Nous, on est là tout le temps. Je vais pas te la faire à l'envers. Pour moi, ça, c'est un téléphone volé. La victime, je vais la retrouver. Je sais pas te la faire à l'envers, je t'explique les choses. Donc la victime, moi, je vais la retrouver. À partir de là, si toi, tu mens, il va pas précis. Je peux pas que tu coopères. D'accord? Tu coopères? Il n'y a pas de problème. J'ai rien volé. Non, j'ai rien volé du tout. L'homme campe sur ses positions. Alors pour le faire craquer, un collègue de Yann tente un dernier coup de pression.
Écoute, il y a des caméras dans les tramways. Depuis ce matin, tu essaies de faire des vols. Non, mais je viens d'arriver. On a le témoignage de femmes. Non. Ne me dis pas non. Retiens-moi tes poches déjà. Tu as manqué de respect. Je manque pas de respect, là. Vous me dites des choses qui s'avèrent faux, là. Ça va faux? Bon, d'accord. Bon, on va au commissariat, de toute façon. Bon, on va au commissariat, on va décanter ça. Pour le moment, rien n'y fait. Mais au commissariat, les policiers vont très vite obtenir des réponses à leurs questions. L'homme est déjà fiché pour des vols du même genre. Et alors qu'il est interrogé par un officier de police judiciaire, le téléphone, branché sur secteur, reprend vie et livre enfin ses secrets. En fond d'écran, ce n'est pas la photo du suspect qui apparaît, mais bien celle d'une femme avec son enfant dans ses bras. Je l'ai acheté comme ça. Avec les photos et tout. Tiens, deuxième page. Comme ça. T'as le code? Non. T'achètes un téléphone, il n'y a pas de code. T'allais faire comment? Je suis fait arnaquer. Ah, tu te fais arnaquer. Malgré l'évidence, le suspect continue à nier. Mais les policiers n'ont plus aucun doute. Poursuivi pour vol, l'homme risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pour Yann, c'est une affaire vite bouclée. En moyenne, le policier effectue une centaine d'arrestations par an dans le tramway. À peine 10% de l'ensemble des vols qui y sont recensés. Le tram, entre la station Gare de Saint-Denis et celle de l'UM45 à Courneuve, c'est 1500 plaintes pour vol, tir, sur une année. Qui est énorme. Oui, c'est gigantesque. Depuis quelques années, la mission des policiers se complique encore. Car en plus des délinquants traditionnels, ils doivent tenir compte de la menace terroriste. C'est devenu une préoccupation majeure. À la gare de Lyon, au sein de la brigade des réseaux ferrés, c'est l'heure de l'appel. Et comme tous les matins, face à la menace terroriste, le mot d'ordre, c'est vigilance. Le brigadier chef Philippe vient de reprendre son service. Avant de partir en patrouille, il écoute avec attention les consignes de son supérieur. Bon, après, pour finir, je vous rappellerai qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui ne nous aiment pas plus que ça, donc soyez attentifs sur les ondes et réactifs comme vous l'aviez été déjà les précédentes fois. Bravo. Bravo. À vos services. La vague d'attentats qui frappe la France ces dernières années est dans tous les esprits. Mais le risque d'attentat a engendré un nouveau problème. Des alertes à la bombe de plus en plus nombreuses. Oui, BJR Réseau, Alpha 9 quitte la base et se dirige au secteur. Alors que l'équipe est en patrouille à la station Madeleine, dans le centre de la capitale, un agent de la RATP les interpelle. Bonjour. Ici? Il est où? C'est ça? Sur le quai d'en face, un sac abandonné. Il peut s'agir d'un colis piégé. Alors les policiers doivent au plus vite établir un périmètre de sécurité. Mais la tâche est compliquée, car les deux quais sont desservis par 10 accès. Là, on va fermer la station, merci. T'es le réseau d'Alpha 9. Donc je demande l'interruption du trafic quant à présent. Le train ne passera pas dans cette station, il y a un colis suspect, on vous demande d'évacuer. C'est un peu la panique. Inconscients du danger, certains usagers pressés oublient la menace. Et ils commencent à exprimer leur mécontentement. Pour les éloigner, Philippe n'y va pas par 4 chemins. Non, non, va là-bas, va là-bas. Non, 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 on a un colis suspect. Remontez. Les gens comprennent. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas toujours gagné. Je voudrais prendre la 12, moi. Pourquoi vous n'annoncez pas en fait ça? Ça avance depuis tout à l'heure. Bah, ça fait 5 minutes. Non mais c'est bon là, ça va. Ça fait 5 minutes que je suis à la station, ça me dit rien. Bon, là, c'est une sortie, donc normalement. Alors que les policiers pensent avoir bouclé toutes les issues. Mesdames, reculez s'il vous plaît. Surprise. Reculez, on a un colis suspect, vous repartez dans l'autre sens. Allez de l'autre côté, parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Et faites gaffe, vous passez devant le bordel là. Vous saviez par où ils arrivaient? Bon, alors, il y en a 4 qui sont arrivés de je sais pas où, tu vois, faut être vigilant parce que il y a toujours des usagers qui arrivent à se faufiler. Monsieur, repartez là-bas, demi-tour. Wow.
Hé, fais demi-tour. Évitez de passer devant le bordel, hein. C'est incroyable ça, attends. En réalité, 2 accès ne sont pas encore bouclés. Philippe redoute le pire. Alors par mesure de sécurité, il ne quitte plus les quais des yeux. Je regarde si le colis est toujours là, on ne sait jamais. Hein. Qu'il n'y ait pas un petit malin qui soit venu le ramasser pendant qu'on surveille les gens, là. Que ça arrive de temps en temps. Ça peut être un usager qu'on n'ait pas vu arriver, et puis qui a absolument envie de prendre son métro, et puis d'énervement, ils vont aller vous ramasser le colis suspect. Hein. Ça peut arriver. Ouais. La situation est enfin sous contrôle. Les policiers doivent maintenant attendre l'arrivée d'une brigade de déminage. Et ils vont devoir être patients. Car au même moment, sur les ondes de leur radio, 2 autres colis suspects sont signalés dans la capitale. Donc, 05 1980 et on en a un national. Le troisième, je sais pas. Enfin, ça fait 3 colis suspects en même temps, ça commence à faire beaucoup. 3 en même temps, oui, c'est assez rare. Depuis les attentats du 13 novembre 2015, le nombre d'alertes aux colis piégés a plus que triplé dans le métro parisien. En moyenne, les policiers effectuent 15 interventions comme celle-ci tous les jours. Heureusement, la brigade de déminage ne découvrira pas de bombe. Il s'agira, une fois encore, d'une fausse alerte. Pour autant, pas question de prendre la menace à la légère, car le danger est réel. À quelques stations de métro de là, à la gare Saint-Lazare, Élie, le policier de la BAC du métro, est toujours en planque. Il surveille 2 gros dealers de crack. Ce sont ces 2 hommes de l'autre côté des voies. Putain, ils sont costauds les deux. Faudra péter les deux en même temps. Les deux blacks, ça faudra péter les deux en même temps. Élie attend le flagrant délit pour les arrêter. Mais les 2 dealers sont très méfiants. Les policiers doivent être extrêmement discrets. Les voleurs, les dealers et les toxicos, ils repèrent les flics. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. On a plutôt intérêt à pas se montrer, à attendre que ce qu'on est en train de chercher se produise et à intervenir juste au dernier moment. Pour observer le trafic sans se faire repérer, Élie a trouvé la planque idéale. Une partie du métro interdite au public. Ça, c'est une petite station désaffectée de la RATP, comme il y en a plein. Il y a plein de galeries, de tunnels qui étaient utilisés avant et qui ne le sont plus. Alors, soit c'est transformé en locaux techniques, soit c'est à laisser un peu à l'abandon, comme c'est le cas ici. Mais potentiellement, pour nous, c'est des bons outils de travail. Sur le quai, habillé en civil, David, le collègue d'Élie, s'est mêlé aux usagers. Il attend le signal pour intervenir. Donc je te redonne encore les signaux, mon David, ok, pour qu'on soit tous bien d'accord. Les 2 mecs, 1m85, 90 kg. Ce matin, la chance va sourire aux policiers. C'est en train de se faire. Attends. C'est bon, il a pris la thune, De loin, Élie pense avoir vu un consommateur acheter une dose. Cet homme, avec ses 2 sacs. Écoute-moi bien. Il y a un mec qui sort de la station, d'accord? Il a des sacs à dos, on dirait un rocker, il a une 30aine d'années. C'est le signal que les collègues d'Élie attendaient. À la sortie du métro, l'individu est appréhendé. Et sur lui, la preuve pour incriminer les 2 dealers. Cette dose de crack. Dans les sous-sols, Élie et ses hommes doivent maintenant les interpeller sans tarder. Positif, ok. Allez, go David, on est parti. Il est parti. Les 2 suspects sont postés près d'une sortie, prêts à s'enfuir. Pour ne pas éveiller de soupçons et ne pas créer de mouvement de panique dans la station, Élie et ses collègues s'avancent vers eux, l'air de rien. Au dernier moment, les hommes de la BAC du métro se jettent sur eux. L'effet de surprise est total. Les 2 hommes n'ont rien vu venir. Élie craint qu'ils essaient de se débarrasser de leurs marchandises. La plupart des dealers cachent leur crack dans leur bouche. Alors le policier fait pression sur le cou et la mâchoire de l'individu qu'il vient d'attraper. L'interpellation peut paraître violente, mais si le dealer avale une grosse quantité de crack, il peut en mourir. Menottés, les 2 dealers présumés sont emmenés au commissariat. Ils vont être placés en garde à vue. Contre eux,
les policiers disposent de preuves accablantes. Au poste, Elie et ses collègues commencent par faire les comptes. En tout, les policiers ont saisi près de 8 grammes de crack. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le butin aurait pu rapporter aux dealers plus de 250 €. Une bonne prise pour les enquêteurs. Un par un, les deux individus vont devoir s'expliquer devant l'officier de police judiciaire. Et ça commence plutôt mal. Les deux suspects sont sans papier. Ils prétendent ne pas comprendre le français et ils donnent aux policiers de fausses identités. Ton père, ta mère, ils parlent quelle langue? Ton père et ta mère, ils parlaient quelle langue quand t'étais petit? Ton père, tu parlais... Ta mère, elle parlait quelle langue quand t'étais petit? Ils vont donner des identités qui sont un peu farfelues, comme ça, si jamais il a déjà été interpellé par des services de police. Ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra pas le remonter sur ses antécédents judiciaires. La plupart des dealers du métro ont déjà été arrêtés. En mentant sur leurs identités, ils pensent pouvoir tromper les policiers et éviter ainsi une condamnation plus lourde pour récidive. Un casse-tête pour les enquêteurs. Mais heureusement, ils ont à leur disposition des fichiers d'empreintes et ils finissent généralement par connaître la vérité. Écoute, arrêtez ça. Un étage plus bas, Elie interroge le deuxième homme et il se retrouve confronté au même problème. Lors de la fouille, les policiers ont retrouvé sur cet individu 300 € en petite monnaie. Mais le jeune homme connaît bien la musique et il a des arguments pour justifier la présence de cet argent dans ses poches. Je n'ai rien vendu. Comment ça, t'as rien vendu? Toute la journée, on t'a surveillé, toute la journée, on t'a vu. Vendre. D'accord? Tu cachais tout dans ta bouche, toute la journée, on t'a vu. Tu as vendu du crack tout l'après-midi, oui, toi. Non. Il a vu. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi cet après-midi? Vas-y, renseigne-moi, ça m'intéresse. Attends, mais mec. C'est quoi ça? C'est l'argent que j'ai gagné. Ah, on sent quoi? Ça a l'air intéressant, vas-y, dis-moi. C'est l'argent que j'ai gagné. Ah, pour aller chez l'ophtalmo. C'est l'argent que t'as gagné pour aller chez l'ophtalmo, c'est ça? Non, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce que tu faisais? Pour obtenir des aveux, le policier tente de jouer la corde sensible. Est-ce que tu sais ce que tu as fait, ce que tu vends aux gens? Tu sais ce que ça leur fait ou pas? Hein? Les dents qui tombent, quand ils sont pas bas, quand ils sont pas bien parce qu'ils en ont plus. Hein? Qu'après, des fois, ils se piquent. Du coup, vu qu'ils se piquent, ils chopent des merdes, comme l'hépatite, le sida. Rien n'y fait. Jugés en comparution immédiate, les deux individus vont tous les deux être condamnés. 18 mois de prison ferme pour celui qui transportait la drogue et 10 mois avec sursis pour son complice. Encore une affaire résolue pour les équipes de la Blast. Ça fait des bonnes journées. Là, il est 1h du matin. On termine la procédure et le temps de rentrer ensuite, on aura fini vers 2h.